Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape du jour du côté du Tour d'Italie. C'était une étape de transition ou une étape pour baroudeur. On savait que l'échappée pouvait aller au bout, surtout suite au scénario de la veille. Et pourtant, il y a eu du très très beau spectacle du côté de cette étape. Pour le moment, on peut le dire, c'est même avec la première étape en Albanie, voilà, ça dépend comment on jauge, mais l'une des étapes les plus réussies de ce Tour d'Italie, parce qu'on a eu enfin un petit peu de spectacle, il s'est passé enfin un petit peu des choses, et on n'a pas attendu les 20 derniers kilomètres avant d'avoir un petit peu d'animation du côté de cette course. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu du côté de cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, juste après la mise en ligne des vidéos. Je précise également que j'ai enregistré la présentation de l'étape numéro 9 avant la fin de l'étape numéro 8. Donc au niveau des favoris, ça change un petit peu la donne par rapport à la vidéo de demain. Mais encore une fois, Eurovision. Vous savez ma grande passion, donc je me suis débrouillé pour... normalement, vous savez que j'enregistre maintenant le soir. C'est-à-dire, je regarde l'étape numéro 8, par exemple, j'enregistre la présentation de l'étape numéro 9, soit dans la foulée de l'arrivée de l'étape, souvent je fais ça sur ce Giro, parce que comme les classements mettent un petit peu de temps à arriver, c'est comme ça que je fais, soit vers 21h, enfin voilà, après que l'autre vidéo soit en ligne. Des fois, là, j'ai fait un petit peu différemment. Étape numéro 8, oui, enfin une étape avec du spectacle, enfin une étape avec de l'animation. Parce que vous savez que, bon, on le disait, on le répétait depuis ce début de Tour d'Italie, que c'était quand même pas très folichon pour le moment en termes d'intérêt, en termes de spectacle. Et, bon, on s'ennuyait ferme quand même, presque, à part sur la première étape où le tempo qu'avait mis la Lidl Trek m'avait surpris et m'avait intéressé. Depuis... et le contre-la-montre qui était aussi très serré, depuis je restais un petit peu sur ma faim. Et là aujourd'hui, eh bien, on a eu du spectacle sur une étape qui était dur en dénivelé positif. Il y avait des pourcentages aussi. Mais il y avait surtout pas mal de dénivelé positif pendant toute la journée. On le voit, hein, il y a quand même pas mal de coureurs qui finissent fatigués. Et puis le rythme de l'épreuve, première heure de course à 49,5, c'est sûr. 83 km avant d'avoir une bonne échappée de 20, mais qui n'est jamais resté à 20 bien longtemps, parce que Rémi Rochas, il a dû être 10 km devant, 15 km devant avant d'être lâché de nouveau. Et puis le groupe s'est recomposé à de multiples reprises. Il y a eu un petit peu de stratégie également. Je pense que Igor Arrieta s'est fait des amis dans le peloton aujourd'hui. Et la UAE s'est fait également des amis dans le peloton, dans la manière de faire la stratégie. Et puis un grand Luc Plapp, mais qui aime bien ce type de journée, parce que c'est vrai que l'an dernier, quand il fait troisième d'une étape sur le Giro, c'était déjà comme ça sur une journée entre 2500 et 4000 mètres de dénivelé positif, pas forcément des longues montées, mais pas mal de montées enchaînées dans la journée. Et puis comme d'habitude, hein, les étapes de moyenne montagne, les étapes vallonnées, c'est là où on a souvent le plus de spectacles désormais sur les grands tours. Et c'est pour ça que je pense que juillet prochain, il ne faudra pas rater l'étape en Normandie. Voilà, je vous le dis comme ça, parce que elle sera pas évidente du tout, cette étape en Normandie, et je pense qu'il faudra pas la rater, parce qu'on devra avoir du beau spectacle. Ça sera mercredi, le premier mercredi, je crois, ou premier jeudi, du côté du Tour de France, avec une étape qui sera bien compliquée. Oui, donc 83 km avant d'avoir la bonne échappée, vous avez des Pedersen, par exemple, Van Aert, qui se sont cassés les dents. Et d'autres équipes qui n'ont pas véritablement réussi à accrocher
a accroché le groupe de devant, et puis on s'aperçoit, notamment c'est ce que disait Romain Bardet en interview d'après-course, que certains ont réussi à récupérer la bonne échappée, mais au final quand ils étaient dans l'échappée, ils étaient déjà un petit peu fatigués, parce qu'ils avaient mis pas mal de cartouches. Romain Bardet a tenté de recomposer le groupe, c'est même lui qui a fait la première grosse accélération avec Fortunato pour tenter de recomposer le groupe, et puis après, entre, je dirais, ce col de première catégorie, pendant 25 km, en gros, il y a eu quand même pas mal de multiples attaques, notamment des Romain Bardet, des Marco Frigo. On a vu également Luc Plapp attaquer, et on s'est retrouvé avec un groupe de 6-7 coureurs, on va dire, à l'avant, avec Arieta, Kelderman, on avait Ulissi, on avait Luc Plapp, tout ça. On se retrouve dans le col, le dernier gros col, on va dire, de la journée, qui est un col de 5 km, ce col de Montelago, et c'est là où Plapp a décidé de partir. On était à pas loin de 50 bandes de l'arrivée encore, et puis personne n'arrivera à le rattraper. Il va en faire 3 attaques. Dans un premier temps, il est lâché avec Romain Bardet. Puis il va déposer Romain Bardet à Steinhauser. Et puis ensuite, il va revenir sur Ulissi, sur Kelderman, pardon. Et il va remettre une minace à ce moment-là. Et vraiment très impressionnant, Luc Plapp. Et puis on a eu une petite accélération de Kelderman à un moment. C'était presque incroyable. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi dans cette étape, c'est qu'on a eu cette bagarre pour le maillot rose, ce long suspense pour le maillot rose, parce que Red Bull Bora voulait s'en débarrasser, mais d'autres équipes ont tout fait presque pour que ça se débarrasse pas. Donc c'est vrai que ça a été assez intéressant à voir, parce que ça a été quand même une grosse bagarre au final. Donc non, très, très intéressant. Du côté de cette étape, il s'est passé énormément de choses. Donc non, vraiment très très bien du côté de cette étape du Tour d'Italie. Moi j'ai mis un 15 sur 20, parce qu'il y a eu la bagarre pour la victoire déjà qui a été intéressante. Cette bagarre pour prendre l'échappée, puis cette bagarre pour la victoire d'étape que j'ai trouvé très intéressante, avec Luc Plapp qui a été très fort aujourd'hui. Ce suspense aussi, parce que Luc Plapp il a pris assez vite 1 minute d'avance, mais des fois il perdait du temps dans les montées. On se demandait est-ce que ça pouvait revenir ou pas. J'ai bien aimé aussi cette bagarre pour le maillot rose, déjà entre les deux coureurs de la XDS Astana, mais aussi entre les XDS Astana et Roglic, sans forcément qu'il le faisait exprès, Roglic en plus. Donc ça a été très très intéressant, je trouve, du côté de cette journée. Donc voilà, il y a eu des très belles choses. Les Français, qu'on a quand même vu, même s'ils n'étaient pas en mesure d'aller chercher le top en termes de résultats. Enfin voilà, je trouve que ça a été une étape très intéressante pour cette journée. Donc voilà, moi j'ai pris du plaisir à la regarder, j'ai pris du plaisir en début de journée à la suivre sur ProCycling.stat, et puis ensuite derrière à la regarder en direct à la télévision. Même si maintenant sur HBO Max vous avez des pubs, moi, je les avais pas eu jusqu'à maintenant, je les ai eu aujourd'hui, les pubs pendant le direct. Normalement c'est marqué sans pub. Moi quand j'ai pris mon abonnement c'était marqué sans pub en janvier, puis désormais vous avez des pubs. Ça aurait été sympa de prévenir quand vous rajoutez des pubs dans vos programmes. Je trouve que le contrat n'est pas véritablement respecté. Mais bon, ça c'est ma petite gueulante envers HBO Max. Parce que bon. En plus, je suis pas sûr que les commentateurs soient au courant que les pubs partent. Donc des fois, ça vous fait les mêmes situations que quand vous regardiez avant sur Eurosport à la télévision, de manière classique, où des fois vous aviez la pub qui partait avec le mec qui continue à parler. Donc il parlait dans le vide. Mais sauf que là maintenant il parle vraiment dans le vide, parce que je pense qu'on a tous la pub au même moment. Donc je vois. Donc ouais, ça veut dire que
c'est plus en intégralité. Alors moi, je suis pas premium sur HBO Max. Je sais pas si ça le fait également sur ceux qui ont un abonnement haut de gamme. Parce que moi, j'avais pris l'abonnement de base. Hein. C'était surtout pour avoir Eurosport que j'avais pris l'abonnement. Mais ouais, je sais pas si c'est le cas pour d'autres, mais c'est vrai que ça m'a surpris. Voilà. Enfin, ça m'a surpris. C'est-à-dire que quand certains l'avaient mis sur Twitter hier, voilà, moi je l'ai vu également, d'avoir les pubs pendant le programme. Bon, bah bonne note de l'état, donc 15 sur 20. Donc on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, du côté de cette étape, je dirais que oui, il y a un peu de frustration parce que quand on a vu Romain Bardet dans l'échappée, Nicolas Prudhomme, on s'est dit ah ça peut peut-être aller au bout parce qu'on connaît le potentiel de ces deux coureurs. Mais moi de toute manière je me disais Romain Bardet, il y a peut-être un moment où ça va craquer au niveau du genou. Parce que même s'il avait attaqué, il est tombé quand même assez fort hier. Ensuite, il y a eu quand même une grande. Enfin, voilà, il a dû faire une grande partie derrière le peloton pour tenter de revenir. Une grande partie de manivelle. Voilà, pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc forcément, ça lui a coûté un petit peu d'énergie. Donc je me disais, est-ce que ça allait le faire? Est-ce que ça allait pas le faire aujourd'hui? Et puis le début de saison qui avait été aussi ralenti par cette chute du côté du Tour de l'Algarve, ce qui fait qu'on a un peu l'impression qu'il est en retard sur son programme depuis le début de saison, où on sent qu'il sera peut-être fort en troisième semaine, mais qu'avant ça va peut-être être compliqué. Il a mis beaucoup de cartouches en début de course, hein, il l'a dit en interview, à partir du kilomètre 20 jusque donc au kilomètre 83 quand l'échappée est sortie, il a attaqué à plusieurs reprises, et peut-être celui qui a été le moins à l'attaque, c'est Luc Plapp, et on voit que ça a aussi fait la différence. Parce que c'est vrai que comme beaucoup de coureurs voulaient prendre la bonne échappée, c'est toujours comme ça maintenant dans les étapes de moyenne montagne, hein. Vu que personne part en échappée dans les étapes de sprint, tout le monde se réunit sur les mêmes étapes. C'est sûr, c'est compliqué de sortir. Mais du côté de Romain Bardet, voilà, il en manquait aujourd'hui pour le coureur de la Pique-Nique Postennelle, Nicolas Prudhomme. Je trouve qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux du côté de la Décathlon à G2R. Entre Vendramé et Prudhomme. Vendramé était devant, mais au final, dans les bosses, il a arrivé moins à s'en sortir que Prudhomme. Je ne sais pas si on aurait été chercher la victoire hein, quand vous voyez Steinhauser aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on peut peut-être avoir des regrets. On voit qu'il finit plutôt pas mal sur cette étape, notamment dans la dernière bosse. Donc il y aura peut-être quand même un peu des regrets, des frustrations. C'est Décathlon à G2R. On n'a peut-être pas misé sur le bon cheval. Après, c'est vrai que Vendramé est toujours très bon normalement sur le Tour d'Italie. Donc c'est plutôt un coureur qui est fort. Dommage, pas d'Arkea dans l'échappée du jour. Ça, c'est quand même la mauvaise opération du jour. Alors, Svestad Barseng prend la 15e place, donc rapporte 2 petits points UCI. Après, je ne sais pas s'il fait partie des 20 meilleurs coureurs de l'équipe jusqu'à maintenant, le Norvégien, mais c'est vrai qu'on ne met pas de coureurs dans l'échappée. Or, on nous avait dit quand même avant le départ de la course, on sera une équipe offensive. Rater ce type d'échappée, c'est un peu une faute professionnelle quand tu veux être une équipe offensive. Donc là, c'est un souci. Et puis du côté de la Cofidis, certes, on avait 3 hommes devant, avec Lastra, Moniquet et Oldani. Mais là aussi, ça n'a pas tenu bien longtemps pour ces 3 coureurs-là. Ouais, peut-être qu'avec un Pérez, ça aurait été un petit peu plus loin. Mais je pense que même Pérez, bon, il n'aurait pas été chercher la gagne aujourd'hui. Je pense qu'on avait des coureurs un peu trop forts dans cette échappée. Je ne m'attendais pas à ce qu'on retrouve... quand je vous avais dit ce matin, notamment j'avais misé sur Anthony Pérez, parce que je ne pensais pas qu'on aurait une échappée aussi qualitative. C'est-à-dire Prudhomme, Bardet, Plapp, Ulissi, Fortunato, qui composaient quand même cette échappée, Steinhauser aussi. C'était quand même très qualitatif hein, au départ, et je pensais qu'on aurait une échappée un peu moins forte. Et bon, voilà, je me suis trompé. Mais de toute manière, oui, ça allait un peu trop vite pour l'Astra, pour Moniquet, pour ces mecs-là. Donc, ils ont été lâchés assez vite. Et puis, du côté de la Groupama FDJ, on n'a pas réussi à prendre l'échappée au bon moment. C'est vrai que Rémi Rochas, au final, il est pas dans le groupe échappé. Donc, il essaye de partir dans un deuxième temps pour tenter de revenir sur un groupe de 15.
Forcément, il a explosé les cartouches à ce moment-là et il a tenu, je sais même pas s'il a tenu 15 km dans le groupe de 20. Il n'est pas resté du tout longtemps dans ce groupe de 20 et ensuite ça lui a coûté très cher. Par contre, bonne nouvelle, c'est que David Gaudu était encore avec le groupe des leaders. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coureur de la Groupama FDJ suite à sa chute de la veille. Mais il faudra voir comment ça se passera demain. On sera 48 heures après la chute dans les chemins blancs avec cette main qui a été affectée, avec ce trou dans la main, comme il a dit au commissaire de l'UCI, de la course. Donc on verra comment ça se passera. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo entre David Gaudu et le commissaire. Le commissaire qui veut faire barrage alors que David Gaudu doit se faire et qui veut plus que David Gaudu tienne la voiture alors qu'il est en train de se faire poser un pansement. C'est vrai que de temps en temps les commissaires, il faudrait qu'ils réfléchissent à deux fois dans certaines circonstances, parce que y a certains coureurs des fois où on se retrouve à avoir des barrages alors que le mec est tombé et que c'est absolument pas de sa faute et que normalement dans ce genre de cas il n'y a pas de barrage. Là encore on lui demande de lâcher la voiture alors qu'on voit bien qu'il est en train de se faire qu'on est en train de lui mettre des pansements sur la main. C'est vrai que de temps en temps je pense que les commissaires devraient réfléchir, notamment les commissaires sur les motos, un peu plus quand ils prennent des décisions et être moins dans le feu de l'action. Parce que en gros, il n'y avait pas besoin d'engueuler à ce point-là David Gaudu, je pense, sur la journée d'hier. Mais c'est une bonne nouvelle qu'il ait tenu la cadence. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, j'ai décidé d'en mettre deux aujourd'hui. Je commence avec Luc Plapp. Quel numéro de Luc Plapp. C'est vraiment un coureur surprenant, Luc Plapp, parce que comme le disait un peu Jackie Durand, c'est vrai que quand il était chez Ineos, on le voyait quand même comme un futur espoir du côté des courses par étapes, mais pour le général, on le voyait comme ça, Luc Plapp, c'est-à-dire un coureur qui jouerait le général. Il avait des qualités en bosse, notamment en moyenne montagne. Il avait des qualités sur le contre-la-montre. Il n'y avait que la haute montagne, on n'avait pas véritablement de certitude. Et c'est peut-être là où le bas blesse du côté de Luc Plapp, c'est que c'est vrai qu'en très haute montagne, aujourd'hui, c'est pas un coureur qui arrive à suivre, mais c'est vrai qu'on le voyait plutôt comme un coureur qui allait chercher plutôt le général des courses, et puis on l'a vu, notamment l'an dernier sur le Tour d'Italie, qui n'avait pas les capacités de le faire. Et sur le Tour d'Italie, il avait même dit qu'il n'avait pas les capacités de le faire, c'est-à-dire que c'était pas juste on l'a vu, c'est que même lui personnellement le sentait, le savait. Et derrière, il faut réussir à se remobiliser quand tu sais que ton objectif, tu n'arriveras peut-être pas à le faire dans ta carrière. C'est-à-dire que quand vous êtes coureur cycliste, il y a des mecs qui savent qu'ils seront équipiers parce que ils n'ont pas les qualités pour être leader. Mais on le sait quand même assez tôt. Quand tu es un espoir comme ça, réussir à te remobiliser alors que tu vois bien que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Il y avait même une interview assez intéressante de Pierre Rolland qui, je ne sais plus c'était pour quel média, qui a raconté ça. Vous savez que sur les premières années, Pierre Rolland, on le voyait comme un futur prodige, et puis les résultats n'arrivaient pas avant sa victoire à l'Alpe d'Huez notamment et ce Tour de France 2011. C'est vrai que les résultats n'arrivaient pas forcément sur les grosses épreuves du côté de Pierre Rolland, et il disait que c'était un peu une frustration et ça commençait même à l'inquiéter légèrement de voir qu'il n'arrivait pas à tenir la cadence. Et Luc Plapp, alors je ne sais pas si c'est un frein mental qu'il s'est fixé ou si c'est vraiment une réalité, il le voit, il le conçoit. Mais c'est vrai qu'après l'an dernier où il avait été bon sur Paris-Nice, c'est vrai que moi je m'étais un peu emballé en me disant sur le Giro, en plus il avait fait un bon chrono, il avait fait une bonne première semaine, je m'étais dit, il va réussir à tenir la cadence en montagne, et puis ça n'avait pas été le cas du côté du tout de Luc Plapp. Mais par contre, on sait que c'est un coureur qui est intéressant, et là dans sa manière de courir, ça a été très intéressant à suivre aujourd'hui. Déjà parce que contrairement à un Romain Bardet qui a mis beaucoup de cartouches, lui, Luc Plapp, il a dû en mettre 2.
Il y a dû avoir 1 à 2 attaques aujourd'hui du côté de Luc Plap, parce qu'en gros, ils se sont un peu répartis avec 2 prétos, et en gros, chacun a fait 1 heure. Un petit peu ça presque, mais c'était un peu l'idée. Et Luc Plap, voilà, ils ont fait chacun 40 minutes à essayer de prendre l'échappée, et puis bon, quand ils voyaient que ça marchait pas, ça changeait de coureur. Ce qui fait que Luc Plap était, je pense pas, l'idée de départ. Et puis on avait vu du côté de la Jaico Alula, ça récompense même la Jaico Alula aussi, parce que c'est une équipe qui a été très offensive depuis le début de la semaine, qu'on a quand même vu pas mal dans les échappées, dans les groupes, parce que c'est vrai qu'on a que Chris Harper, et qu'on sait que, allez, Chris Harper il fera au mieux 8ème. Ça sera compliqué de faire beaucoup mieux que 8ème, donc c'est vrai que ça fait partie des coureurs qui auront du mal à aller chercher un top 5, et du côté de Jaico Alula, forcément il n'y a pas véritablement de sprinter, donc ça donne des opportunités pour d'autres coureurs. Et c'est là où Plap a su saisir sa chance aujourd'hui. Et puis après, c'est Luc Plap, c'est-à-dire ses qualités de rouleur, ses qualités d'attaquant. Mais le Luc Plap qu'on a vu aujourd'hui, c'est le Luc Plap qu'on voit très régulièrement au championnat d'Australie, en gros. C'est le Luc Plap qu'on voit énormément en début de saison. C'est-à-dire un coureur très offensif, mais qui est capable de tenir très longtemps. Quand il a été champion d'Australie, parfois c'était sur des longs raids. Alors vous allez me dire, c'est en Australie, il n'y a pas forcément la densité qu'on a en World Tour, oui, mais quand même, il faut réussir à faire ce genre de choses. Et ça a monté le col là, de 3ème catégorie, où il se retrouve avec Romain Bardet, et ce que disait Jackie Durand, il a fait du fractionné. Mais c'était ça, mais il a vraiment parfaitement maîtrisé son effort, maîtrisé ses différentes accélérations, et ce qui lui a permis de sauter d'un groupe à un autre groupe. Et il s'en est très très bien sorti, et sa dernière accélération, assez puissante, et surtout ce qui m'a marqué moi, c'est qu'on parlait de Pierre Rolland, mais il avait un bracasse monumental. Alors, ça emmenait, ça avançait, mais sur le sommet de la bosse là, waouh, il emmène du braquet, il emmène énormément de braquet, il est en puissance. Je sais pas, on devait être à 90 tours minute, truc comme ça je pense, en termes de nombre de coups de pédale là, sur le sommet. Ça envoyait les watts. Et c'est vrai que je me disais, depuis Pierre Rolland, à l'époque de Pierre Rolland, on avait Joaquim Rodriguez, on avait beaucoup de coureurs qui avaient des coups de pédale qui étaient différents, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, et notamment sur les cadences de pédalage. Je me faisais la réflexion il y a quelques temps. Aujourd'hui, des coureurs qui sont à moins de 100 tours en minute, il n'y en a plus. Tout le monde mouline. Même un Ghana mouline, un Pedersen mouline. Il y a peu de coureurs qui... alors déjà, il y en avait peu, moi, dans les années 2000, mais on en avait quelques-uns. Maintenant, ça a complètement disparu. Alors aussi, avec la baisse des tailles de manivelle, parce que forcément, plus tu baisses ta taille de manivelle, plus c'est compliqué quand même d'emmener des bracasses. Mais c'était quand même là aussi surprenant de voir Plap comme ça, avec un braquet sur le sommet. Oh, putain, ça tourne, mais alors... ça tourne pas beaucoup, mais alors ça avance. Il y a de la puissance. Très fort sur cette relance. Moi, pour moi, là où il a réussi à s'échapper, c'est sur cette relance de Lagos même. C'est là où il fait l'écart. C'est sur cette portion un peu de plat, de faux plat montant, où il n'y a pas trop de descente, où là, il a réussi à en remettre. Et puis bravo quand même Luc Plap aussi. Bon, déjà la résistance jusqu'à la fin de tenir, parce que mentalement, à des moments, quand on te dit que tu as quand même Kelderman derrière toi et Ulissi, bah, tu sais que tu as du haut niveau derrière, et notamment des Ulissi, c'est gérer les échappées. Mais surtout, tu sais que à un moment, on te dit t'as Arieta qui attaque, enfin, tu vois l'écart qui augmente pas forcément. Alors, je sais pas si on lui a dit dans l'oreillette, mais il fallait avoir la résistance mentale. La résistance mentale aussi de se remettre dedans, parce que samedi dernier, il tombe dans le contre-la-montre. Je pense que ça faisait partie des objectifs importants, je pense, de sa saison, ce contre-la-montre sur le Tour d'Italie, et le fait de passer complètement à côté à cause de cette chute. Ça a dû être compliqué à gérer. Bon, il y a eu, plus il tombe quand même, il glisse bien, donc il y a eu quelques nuits peut-être un petit peu difficiles, et puis se remobiliser mentalement, donc bravo Luc Plap. Donc pour tout ça, eh bien très très bien, voilà Luc Plap. Deuxième et dernier coureur top du jour, Diego Ulissi.
Je dirais la XDS Astana encore aujourd'hui, hein, parce que ça marque encore des très gros points, notamment avec Fortunato et Diego Ulissi. Le respect à l'arrivée entre les deux aussi, hein, parce qu'on aurait pu, vraiment s'énerver beaucoup plus et que Fortunato soit complètement déçu, mais il était très heureux pour son coéquipier. Donc ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir ce type de relationnel entre deux coureurs. Mais oui, forcément Diego Ulissi, parce que tu vois quand même l'importance du maillot rose. Moi, je dis toujours le Tour d'Italie, moi je le mets quand même presque à l'égal du Tour de France, parce que sur la Vuelta, avoir le maillot rouge, je dirais pas qu'on s'en fout, mais c'est pas forcément une priorité. Là, tu vois, que ça soit Pedersen, que ça soit Ulissi, le maillot rose, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose à porter. Et tu vois que c'est presque plus important que d'aller chercher une victoire d'étape. Pour certains coureurs, Ulissi il a quand même eu des résultats dans sa carrière, hein. C'est un mec qui a un beau palmarès, Diego Ulissi. Bah, ce maillot rose, là, c'est peut-être le truc qui retiendra le plus de sa carrière. Pourtant, le mec a gagné 8 étapes sur le Giro. Mais là, il y avait une joie quand même du côté de Diego Ulissi. Pourtant, il fait que 3e de l'étape. La journée est quand même compliquée avec Igor Arrieta notamment. Mais le fait d'aller chercher ce maillot rose, cette joie qu'il a à l'arrivée avec ce maillot rose, c'est pas anodin du tout. Voilà, et ça montre qu'un maillot rose, c'est pas n'importe quelle chose, quoi. C'est pas un truc anodin d'aller chercher un maillot rose, parce que voilà, c'est quelque chose d'important dans une carrière, et c'est surtout que c'est un maillot mythique, quoi. C'est un truc où tu as l'impression de rentrer dans l'histoire du Tour d'Italie. Et puis, bah, encore une fois, cette grande dynamique du côté de XDS Astana, et ça va pas faire plaisir, hein, que ça soit la pique-nique à la Cofidis, parce qu'ils enchaînent, quoi. Et puis je pense que Intermarché doit commencer à s'inquiéter aussi au niveau des points UCI, mais ouais, bah, ils continuent d'enchaîner au niveau des résultats. On pensait à certains moments que ça allait baisser en termes d'intensité et en termes de niveau, mais pour le moment ça marche bien. Et tu t'aperçois que les vélos XDS, bah, ça fonctionne fort aussi, hein, parce que l'an dernier avec les Vidier, ils n'avaient pas les mêmes résultats. Alors je sais bien qu'il y a quelques coureurs qui ont changé de crèmerie, notamment Diego Ulissi, mais bon, quand même, ça montre que ces nouveaux vélos, ils sont efficaces, ils arrivent à être performants, donc ça c'est très intéressant. Et puis pour Diego Ulissi, c'est vraiment l'homme du Tour d'Italie, quoi, hein. C'est vraiment un coureur qui a eu ses meilleurs résultats en Italie. Je pense qu'en France, on n'a pas le sentiment que c'est un grand coureur, mais je dirais que c'est presque le Pierrick Fedrigo italien, quoi. Pour ceux qui ont connu Pierrick Fedrigo, qui avait toujours d'excellents résultats sur le Tour de France, Pierrick Fedrigo, bah voilà, je pense que Diego Ulissi, c'est un peu le Pierrick Fedrigo italien. Alors le mec marche, surtout en Italie, et il arrive à enchaîner les résultats, et sur une grande période, parce que première victoire sur le Tour d'Italie, c'est 2011. Voilà. Donc ça fait quand même depuis 15 ans qu'il arrive à être performant sur cette course. C'est quand même pas anodin. Voilà. Donc bravo à Diego Ulissi. Voilà, il faut le saluer et le féliciter. Et coureur, alors, je vais quand même le signaler, parce que sinon il y a certains qui vont gueuler, mais coureur, voilà, qui avait été suspendu pendant 8 mois, voilà, entre 2014 et 2015. Il avait été suspendu pour dopage. Parce que j'ai pas dû le dire pour Skelmoseux sur l'Amstel. Je t'ai pas dit sur Skelmoseux, mais on me l'a pas reproché pour Skelmoseux. Mais ça m'a fait marrer même avec Skelmoseux sur l'Amstel, parce que Trentin a eu la même chose, tout le monde s'en branle, hein. À peu près au même âge. Voilà. Donc il y a un moment, tu as le droit d'être contrôlé positif, t'es chopé par la patrouille, d'accord. Mais ensuite, tu as le droit de reprendre ta carrière derrière, hein. C'est pas une punition à vie, hein, une punition pour dopage. Voilà, il faudrait que certains s'en rappellent. Donc voilà, belle perf de Diego Ulissi sur cette étape du Tour d'Italie. Donc maillot rose,
Pour pas grand chose au final, hein, parce qu'il y a eu gros suspense, 12 secondes sur Fortunato et 17 sur Roglic. Bon, on parlera de tout ça quand on reviendra sur les différents classements, mais avant toute chose, on regarde les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, je commence avec UAE et Igor Arrieta. Oui, je comprends pas véritablement la stratégie, surtout si loin de l'arrivée. À ce moment-là, on est encore à plus de 60 bornes de l'arrivée. Bon, les mecs décident de parler dans la voiture. Alors, en plus, quand tu fais ça, tu essaies d'être discret. Là, ils l'ont fait, mais alors la manière la moins discrète au monde, parce que tu le fais en passant directement par l'oreillette. T'es pas obligé de discuter comme ça à la fenêtre. Donc, ils pensaient vraiment que ça allait pas se voir. Ils ont complètement désorganisé le groupe. Alors, je sais vraiment pas quel était l'intérêt, à part que Roglic garde le maillot rose. Parce qu'à ce moment-là, il y a 6 minutes. Entre 5,30 et 6 minutes. Donc déjà, la victoire d'étape, tu sens que ça va quand même être compliqué à aller chercher. Donc je ne vois pas du tout quelle était la stratégie de faire ça. D'envoyer au casse-pipe quand même Igor Arrieta. Donc je trouve que dans la voiture, certains auraient pu être un peu plus intelligents quand vous prenez ce genre de décision. Et puis surtout, le faire devant les caméras... Enfin, vous êtes complètement débile, quoi. On savait qu'un Igor Arrieta qui parle dans sa voiture, c'est la UAE, donc ça va être regardé. Si ça avait été Kelderman, pareil, ça aurait été regardé. Ah bah c'est sûr que Luc Plapp, ça aurait peut-être été moins suivi, voilà, hein, par les caméras de télévision. Mais je trouve que c'est vraiment stupide comme stratégie. Et puis après, bon, Igor Arrieta, il aurait pu dire, je m'en branle. Il y a un moment. Igor Arrieta, je pense, c'est un coureur qui est suffisamment talentueux pour dire à un moment à son équipe bon, bah ça n'a aucun intérêt. Je pense que même s'il se fait virer de la UAE, il retrouvera un contrat, Igor Arrieta. Donc je pense qu'il y a des moments, bon, c'est comme dans le foot, hein, mais quand ton entraîneur fait de la merde, il y a un moment tu peux avoir conscience qu'il fait de la merde et dire bon bah moi je décide de pas accepter cette stratégie là parce que je considère que voilà c'est pas une bonne idée. Bon. Et là du côté du AE, je vois pas quel était l'intérêt de désorganiser le groupe à ce moment-là de la course pour que Roglic il garde le maillot rose. Enfin, si c'est à être sur des situations là comme ça de pacotille, ça fait un peu peur quoi sur la force collective de l'équipe. Donc non, je vois pas du tout l'intérêt d'avoir fait ça. En plus, c'est super pour Arrieta parce que bah tu lui permets pas de jouer sa carte jusqu'au bout. Donc j'ai envie de dire quand même que Visma, ils ont permis à Kelderman de jouer sa carte jusqu'au bout. Donc voilà, même la Visma a joué différemment. Et puis après, enfin voilà, l'ambiance dans le groupe, elle a été terrible. Et c'est vrai qu'Ulissi, je pense qu'il a été presque sympathique parce que bon, il y a eu le regard noir des deux quand ils reprennent Arrieta, que ça soit Kelderman ou Ulissi, ils ont fait un regard noir. Le petit Arrieta, il a dû se dire là j'ai fait une connerie. Et puis derrière, Ulissi, il l'a bien engueulé. Enfin, tu voyais que ça le faisait bien chier. Voilà la stratégie de Arrieta, mais je comprends pas ce qu'a fait la UAE. Je pense que demain, peut-être que Diego Ulissi ira toquer ou ira parler à la voiture du AE. Mais moi, si j'étais les Emirati, j'essaierais de m'excuser, que ça soit ce soir ou demain, à la voiture de Astana en leur disant oui, bon, on a fait une erreur parce que là, en termes de stratégie, je trouvais que c'était quand même la pire idée du monde. Et encore plus, que tu fasses ça à 15 bandes de l'arrivée pour aller chercher la victoire d'étape. Je dis pourquoi pas. Mais là, Arrieta, il va pas chercher la victoire d'étape et c'est pas 15 bandes, c'est à 60 bandes de l'arrivée. Désorganiser un groupe à 60 bandes de l'arrivée, c'est quand même l'idée la plus conne au monde. Donc je trouve qu'à la fois du côté du AE et du côté d'Arrieta, on a été bonnet d'âne aujourd'hui. La Bahreïn, j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont roulé aujourd'hui. Hein. Parce qu'il y a un moment, on va pas squalonne, on voit quelques mecs rouler. L'écart passe de 6 minutes, un truc comme ça, à 4,50. Et au final, Tiberi n'a pas attaqué. Du côté de la Bahreïn, on n'a rien fait. Je vois pas, vraiment pas quel était l'intérêt de rouler à ce moment-là. On est à, je sais plus, on devait être à 40 bornes de l'arrivée. Peut-être même un peu plus loin, on était peut-être plutôt à 50.
D'un coup, ils décident de rouler, les Bahreïnis. Comme hier, tu vois, mais c'est encore même plus con qu'hier, je crois. Là, vraiment, il n'y avait aucun intérêt, quoi. Déjà, c'était pas eux de rouler. Et ensuite, il n'y avait vraiment aucun intérêt. Aucun intérêt à rouler. À part consommer de l'énergie, ça fait quand même 2 jours d'affilée qu'ils consomment de l'énergie du côté des équipiers. Si ça manque de main-d'œuvre autour de Tiberi en 3e semaine, on saura pourquoi. Hein. On pourra noter que l'étape 7 et l'étape 8, ils ont gâché de l'énergie un petit peu dans tous les sens pour vraiment pas grand-chose. Et puis, dommage également de ne pas avoir réussi à prendre l'échappée, puisque Bilbao a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais on avait également d'autres coureurs qui auraient pu essayer d'aller chercher l'échappée du jour. Pourquoi pas le petit Euladio ouais, on s'est peut-être un peu raté du côté de Bahreïn, mais là, vraiment pas compris ce qu'on a essayé de faire du côté de l'équipe, notamment avec Pasqualone. Pourquoi on a roulé à ce moment-là? Il n'y avait pas vraiment d'intérêt, c'était pas une zone dangereuse. Donc là, j'ai vraiment pas compris la stratégie du côté de cette équipe. Et puis je termine avec Marco Frigo. Il en a trop fait, Frigo. Il en a trop fait. Quand une échappée met autant de kilomètres à sortir, faut plutôt compter ses coups de pédale. Faut compter ses coups de pédale parce que tu sais très bien que tu as dépensé déjà beaucoup de calories, beaucoup d'énergie. Et que comme tu as mis 80 km et qu'il t'en reste 120, même moins de 120, je ne sais plus combien l'étape faisait aujourd'hui, mais il devait rester 110 km. En gros, quand tu fais ça, tu sais très bien que tu as peu de temps pour récupérer avant les prochaines difficultés. Et là, il y avait notamment ce col de première catégorie. Et qu'en gros, la journée peut être très compliquée pour toi. Donc, faut surtout pas faire trop d'efforts. Surtout quand tu n'es pas le meilleur grimpeur du groupe. Voilà, donc dans la côte de première catégorie, je trouve qu'il en fait beaucoup. Et sur la fin, ça lui coûte très cher. Ça lui coûte très cher parce qu'il explose complet quand il se retrouve dans le deuxième groupe. Et peut-être que si l'on avait moins fait sur la première partie de journée, il aurait pu en remettre. Mais toute l'énergie qu'il a dépensée déjà pour aller récupérer l'échappée, ça fait partie de ceux qui ont été le plus souvent à l'attaque. Et ensuite, dans la côte de première catégorie, je pense que là, ça a été une erreur. Et on voit un Luc Plap qui, lui, a été beaucoup plus dans la gestion, s'en est beaucoup mieux sorti. Donc voilà, dommage du côté de Marco Frigo. Peut-être un peu trop en confiance après sa victoire sur le Tour des Alpes, où il avait fait aussi 70 bornes en échappée. Mais la densité de la liste de départ sur le Tour des Alpes n'a rien à voir avec la densité que nous avons au départ sur ce Tour d'Italie. On regarde tout de suite les différents classements pour conclure cette vidéo. Eh bien, Luc Plap, donc vainqueur de l'étape devant Kelderman, Ulissi, Arrieta, Prodhomme. Premier coureur du peloton, alors Martinelli, mais Juan Ayuso, qui récupère 1 seconde sur Roglic, là aussi en termes de stratégie. Je suis pas sûr que c'était vraiment que l'attaque dans le final avait un réel intérêt. Pas d'abandon aujourd'hui, c'est Pedersen qui finit dernier coureur de l'étape à 28 minutes, mais en ayant consommé énormément d'énergie dans la journée, avec Paul Magnier également, qui finit à 28-32, mais une grande partie des sprinteurs ont fini assez loin du côté de cette étape, mais ça passait du côté des délais. Le classement général, donc c'est Diego Ulissi désormais qui est en tête, devant Fortunato, mais on voit que Roglic est à 17 secondes, Ayuso, Del Toro, Tiberi, tout cela se tient en moins d'une minute, le premier coureur à la minute, c'est même Pellizzari, 13e, donc encore 12 coureurs sous la minute, mais en même temps, il aurait fallu qu'on ait un parcours extrêmement exigeant pour avoir des plus grosses différences. Pedersen toujours en tête de ce classement du maillot cyclamen avec quand même une grande marge toujours sur ses adversaires. Diego Ulissi passe 14e. Du côté du maillot de la montagne, Fortunato là aussi augmente son avance avec 48 points sur Juan Ayuso. Paul Double est 3e. Rentré dans le classement de Romain Bardet à la 7e place, ce qui pourrait être également un objectif, mais il a quand même 80 points de retard sur Fortunato. Donc il va falloir cravacher un petit peu. Du côté du maillot blanc, eh bien c'est Juan Ayuso qui est toujours en tête devant Del Toro, Tiberi. Giulio Pellizzari et puis Ganzoli gagnent des positions. Alors que Vacek
perd 2 positions aujourd'hui, un petit peu de temps de perdu pour le coureur de la Lidl Trek. Et puis le classement par équipe, c'est la UAE qui est devant, la Astana, la Lidl Trek, la Movistar et la Visma. L'Easy Bike, ça va avoir son importance pour la place des voitures dans la file. La Red Bull, par exemple, est 6e voiture seulement. Hein. Donc ça, c'est pas forcément l'idéal. Et à l'inverse, eh bien, UAE sera positionné en 2e voiture, parce que Astana avec le maillot rose sera voiture 1. Donc ça va être intéressant. Et Picnic sera seulement 10e. Q36 avec Pidcock seulement 13e du côté des voitures. Donc ça, c'est loin d'être avantageux pour certaines équipes. Et puis Ganzoli, je dirais, avec David Gaudu, ont les voitures qui sont les plus loin dans la file. Donc ça, c'est vraiment pas idéal pour ces coureurs-là sur une étape de chemin blanc qui aura lieu demain. Présentation demain 7h30, enfin 7h même. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Armec Productions. Ciao, ciao!